Aujourd'hui, nous présentons pour 2020, 2019, 2020, mais est-il besoin de le présenter? Un militant historique, un vieux de la vieille, j'ose le dire. Pardonnez-moi, mon cher camarade, mon cher ami, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Antoine de Crémier. Antoine de Crémier, comme je vous l'ai dit, c'est un historique, un taulier, il a un super pouvoir. Celui de vous parler de n'importe quel sujet. Celui de vous faire une analyse politique et financière digne de celle de Jacques Marville ou des plus fins analystes que l'on retrouve dans les médias qui ne sont pas mainstream, évidemment, mais il a aussi un autre super pouvoir, c'est celui de vous faire apparaître le spectre de Léon Daudet qui laisse, à la fin de son intervention, la gueuse, la République agonisante. J'espère qu'il nous la montrera pour ce soir. Est-ce que tu peux nous la montrer pour ce soir? Tu vas me faire rougir. C'est un peu le but aussi. Ah voilà, oui. Alors, aujourd'hui, la présentation de notre camarade et ami Antoine de Crémier porte sur les gilets jaunes. Gilets jaunes, martyrs du système, du nouvel ordre mondial et jacobin. Alors du coup, la première question que je pose à notre conférencier, c'est qu'est-ce que c'est que les gilets jaunes? Est-ce que c'est vraiment une révolte du pays réel? Très clairement. Pourquoi se sont-ils fait d'abord rejeter et vilipender par nos adversaires les premiers, c'est-à-dire l'extrême gauche syndicaliste, l'extrême gauche politique, et ensuite l'extrême gauche anarcho-trotskiste, je pense entre autres à l'action antifasciste, je pense entre autres à la CNT. Comment se fait-il que ce mouvement ait été entièrement phagocyté? À qui profite le crime? C'est ma deuxième question. Évidemment au système, mais quelles sont les implications? Pourquoi? Comment? Avec quelle méthode? Et ensuite, troisième et dernière question, avant que je laisse la parole à notre camarade et ami, est-ce que ce mouvement est définitivement perdu ou est-ce que le pays réel peut reprendre la main via ce mouvement de contestation des Gilets jaunes? Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure pour la disputation. Bon, très rapidement, là, je réponds à ta deuxième question. Entièrement phagocytés, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas été entièrement phagocytés. Il y a une césure qui s'est opérée entre les gilets jaunes des zones rurales et des grandes villes, à Marseille en particulier, où avec l'influence de Mélenchon, etc., ils ont été en partie récupérés. Mais d'une manière générale, ils n'ont pas été récupérés. Et ça, c'est très fort. Dieu sait si on va le reprocher. Enfin, voilà. Bon. En fait, le vrai titre que je veux donner à mon intervention, j'avais mis les révélations des Gilets jaunes. Le nouvel ordre du monde, totalitarisme libéral, totalitarisme de la dissolution et de l'inéluctable. Vous avez remarqué que tous les discours politiques aujourd'hui, tous nos hommes politiques, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Il y a un homme politique qui vous dit « j'ai pas le choix », on peut se demander à quoi il sert. Un temps viendra, c'est une vieille citation, parce qu'elle date d'avant 1936, de Chesterton. Chesterton, c'est un écrivain anglais qui est surtout connu en réalité pour ses œuvres apologétiques. Mais il y a une phrase dans laquelle il dit « Un temps viendra où l'on allumera des bûchers pour y brûler ceux qui osent rappeler que 2 et 2 font 4. » David Goodhart, qui est un intellectuel anglais, fondateur du magazine d'idées Prospect et ancien du Financial Times, vient de publier un livre très intéressant sur la nouvelle fracture mondiale intitulé « Les deux clans », dans lequel il oppose les gens de partout, c'est-à-dire de nulle part, à l'aise dans le monde fluide où nous vivons, et des gens qui sont de quelque part. Mais, dit-il, la minorité des partout a imposé ses choix avec arrogance. Le dernier numéro du magazine littéraire, le numéro 22, affiche en première page Orwell, Huxley, pourquoi ils avaient raison, et développe 3 volets de notre actualité sur lesquels je reviendrai. Police de la pensée, contrôle social, manipulation du vivant. Dans son livre « Tout va basculer », François Langlais annonce en 2019, c'est bientôt fini, 2 courbes vont se croiser, celle de la montée des populismes et celle de la crise financière et boursière. La situation est explosive. Nous basculons, dit-il, dans un autre monde. Il examine les raisons de cette mutation pour montrer l'émergence d'un nouveau cycle économique et politique marqué, dit-il, par la fin du libéralisme et le retour de l'autoritarisme. Mais il se trompe.
il se trompe en opposant les deux termes, n'imaginant pas ce qui nous menace, qui est ce que j'appelle le libéralisme totalitaire. Retour aux Gilets jaunes. Difficile de traiter en quelques phrases, en quelques mots, ce que révèle ce mouvement si on veut aller au-delà des apparences. Ce qui se révèle en réalité, se dévoile dans cette révolte, c'est la réalité, jusque-là plus ou moins cachée, d'un nouvel ordre du monde et d'un totalitarisme sans camp de concentration ni mirador, du moins pour l'instant. Ce nouveau totalitarisme, qui s'exprime en 9 langues, proclame dans un même discours la dissolution de tous les idéaux, c'est le nihilisme postmoderne, et son caractère inéluctable, sans cesse rappelé, auquel nous devons donc nous adapter. Il n'est pas question de procéder à l'analyse détaillée des revendications exprimées par les Gilets jaunes, mais le caractère hétérogène de ces revendications a été maintes fois souligné, le plus souvent pour mieux les ignorer et mépriser ce mouvement tout à fait original, très éloigné des conflits sociaux habituels, qui généralement sont des conflits déterminés par des conditions de travail. Il s'agit de bien autre chose. C'est une révolte dont les causes multiples provoquent colère et souffrance, et tiennent pour l'essentiel à des conditions de vie devenues insupportables. Et c'est bien pour la raison pour laquelle elle présente ce caractère bigarré sans unité apparente. Mais sa force, précisément, réside dans cette absence, lui permettant d'échapper aux nombreuses tentatives de récupération destinées à l'intégrer au jeu classique des négociations et du dialogue républicain. C'est la révolte des oubliés de l'histoire, du peuple des périphéries, dont chaque membre vient crier « J'existe ». Vous avez dû voir peut-être quelquefois sur certains ponts d'autoroute, ils ont mis ce slogan « J'existe ». À mon avis, c'est leur meilleur slogan. Ce sont les victimes jusque-là silencieuses des bouleversements programmés depuis des années. Non seulement le gigantesque échec de l'aménagement du territoire, mais surtout la conséquence de tous les facteurs qui forment le socle de la grande société, celle du bonheur et de la paix entre les hommes. Et ce sont ces facteurs qui transforment la société en un champ de ruines, dévoilant leur caractère corrosif et destructeur. Mondialisation, islamisation, fin des paysans, désindustrialisation, disparition des services publics et privés dans une très large partie du territoire, métropolisation, marché immobilier qui fonctionne comme des centrifugeuses, déserts médicaux, dictature de l'oligarchie financière, chômage massif, précarisation du travail, de la vie, la liste est sans fin. Et d'ailleurs, la contestation radicale des Gilets jaunes laisse les professionnels du jeu politique sidérés et pantois, assis sur le banc de touche, contemplant haineux et furieux la révolte d'un peuple qui refuse de s'adapter. Et le fossé s'élargit sans cesse entre ceux qui se soumettent aux règles de la nouvelle raison du monde et ceux qui les refusent. La lecture de L'innovation destructrice, que je vous conseille, de Luc Ferry, que je n'aime pas pour autant, qui est un livre qui est sorti en 2014, peut nous aider à saisir la nature d'un système qui se dévoile comme révolution permanente. La grande caractéristique pour moi du libéralisme, c'est une révolution permanente. Et à mieux comprendre l'origine des résistances que soulève la tendance générale des sociétés modernes au changement perpétuel, à l'innovation permanente, non seulement dans la sphère économique, mais dans tous les domaines de l'existence humaine. L'art, les mœurs, les valeurs, les vêtements, la culture, l'information, la technoscience, l'école, tout ce qui est dépassé ou démodé étant voué à l'obsolescence ou au musée. Le capitalisme, dit Luc Ferry, nous voue de manière inéluctable à la logique perpétuelle de l'innovation pour l'innovation et par là même à celle de la rupture avec toutes les formes d'héritage, de patrimoine et de tradition. L'innovation destructrice secoue le corps social en permanence. Plus la croissance est forte, plus le corps social est secoué. La destruction du corps social est proportionnelle à l'ampleur des vagues d'innovation. C'est une révolution permanente, angoissante, pour ceux qui sont attachés à leur petit espace de vie, à leur précaré, à leur coin de province ou à leur statut en voie d'extinction. Nous avons vécu, dit-il, depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire depuis les débuts du capitalisme moderne en Europe,
une déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Constat que je partage totalement. La nouvelle question sociale, c'est bien l'écart considérable qui se crée entre les gagnants de la mondialisation et les surnuméraires, les inutiles qu'elle crée en permanence, organisant ainsi cette fameuse France périphérique de Christophe Guilluy, le géographe, vous savez, désormais majoritaire de personnes abandonnées, longtemps résignées, qui se révoltent aujourd'hui. La primauté donnée aux raisons économiques et financières, qui signe la disparition du politique, se paye inévitablement de la mise hors jeu d'une proportion grandissante de la population. Il faut alors, très subtilement, évaluer le seuil de tolérance à l'exclusion, sans cesse repoussé dans une société tout entière soumise aux exigences de l'économie. La principale caractéristique de la révolte des Gilets jaunes, c'est de susciter de la part des élites une haine et un mépris affirmés publiquement comme jamais depuis la révolte des Canuts en 1831 et 1834, et ce pour deux raisons principales. La première, c'est que les oligarques se sentent menacés. Tout leur échappe. Ils ont peur. Ils sont au bord de la panique. Ils n'ont pas de plan B, d'où le caractère inéluctable. Ils n'ont d'autre choix que de poursuivre leur marche à l'abîme et de réagir par tous les moyens contre les contestations qui se développent un peu partout. Le système qui se voulait soft, anesthésiant ses patients à l'aide du sirop démocratique, se voit désormais contraint de se manifester de manière beaucoup plus violente, et j'ajoute qu'il sera de plus en plus violente. La révolte des Gilets jaunes les oblige à se dévoiler. Ils n'ont plus le choix, et sont proches d'une crise de nerfs qui pourrait bien s'achever en délirium très mince. Cette panique est confirmée par le dernier livre de Mathieu Laine, qui lance un appel désespéré. Il faut sauver le monde libre. Mathieu Laine se qualifie volontiers de libéral conservateur, qui pour moi est un oxymore parfait, d'une absurdité. Je cite, « Alors qu'objectivement le monde va mieux, les ouvrages se multiplient, relayant l'idée du crépuscule de notre civilisation, condamnant pêle-mêle l'économie de marché, la faillite de la démocratie représentative, une mondialisation à 1000 lieues du doux commerce de Montesquieu, des frictions identitaires, le désengagement citoyen, l'individualisation d'un monde obsédé par le matérialisme, et il poursuit. Alors vous allez voir le mélange. Du lointain boulangisme, qui rassemblait les bonapartistes, les monarchistes et les républicains, tous opposés à la Troisième République, aux 50 nuances de jaune des années Macron, d'Orban en Hongrie, au parti Vérité et Justice en Pologne, qui vient d'obtenir un succès considérable lors des dernières élections législatives, jusqu'au régime, vous voyez le mélange, de Maduro au Venezuela et celui d'Erdogan en Turquie, en passant par l'alliance italienne entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue derrière Salvini, et la Ligue de Salvini, ou l'administration Trump, on pourrait ajouter maintenant Boris Johnson, le populisme ramasse, mixe, fait son miel de la multitude des frustrations, des colères et des insatisfactions, comme on drague sans nuance le fond des océans. Il prend autant de visages que d'incarnations et communique contre la rationalité historique, contre les preuves statistiques, j'aimerais bien les voir, au rejet enflammé de tout ou partie des valeurs fondatrices du monde libre. Vous voyez à quel point il s'inquiète. Mathieu Laine accuse les contestataires de sombrer dans le racisme, l'antisémitisme, l'obscurantisme, foulant aux pieds le fondement vital de nos démocraties, que sont les droits essentiels, les institutions, les votes, les élus et leurs mandats. La très grande puissance du monde libre, ajoute-t-il, réside dans sa capacité à changer de dirigeant par le vote et non par la force. Certains l'ont oublié. Cette radicalisation est une insulte à la raison, une mise en marge de la République et une menace profonde pour l'avenir de notre communauté humaine. S'inquiète. Mais ce qui est extraordinaire, dans un paragraphe intitulé « La convergence des brutes », il ajoute « L'époque n'a pas seulement redonné vie dans un concert mêlant comme jamais auparavant le vrai et le faux aux promesses les plus démagogiques, elle a fait ressurgir les fantômes du passé. En France, le mouvement des Gilets jaunes, parti d'une jacquerie fiscale, a réveillé le serpent de mer de la lutte des classes, des places et des crasses. »
Comme à la grande époque de la convergence des brutes, le jaune a fini par s'assombrir et ressusciter une sinistre Pandore, virant inexorablement au jaune rouge et au jaune brun. Vous voyez à quel point la peur peut provoquer des manifestations délirantes. Mais une chose est certaine, comme le souligne Pierre de Meuse dans son dernier bouquin, soit Idées et doctrines de la contre-révolution, on peut se demander, c'est une petite lumière qui s'allume, si la gigantesque machine à détruire les traditions n'est pas en train de se gripper. Prélude à une panne générale qui vient augmenter le niveau de panique de nos oligarques. La seconde menace, c'est une menace contre la République. Les Gilets jaunes ont commis le sacrilège de l'aise-république avec la mise en cause directe de l'oligarchie parlementaire. La République, c'est le primat donné à la représentation. Le représentant trouvant dans son élection la justification qui lui permet d'agir selon sa volonté propre, déguisée en volonté du peuple. La souveraineté parlementaire se substitue à la volonté populaire et la classe politique forme très vite une oligarchie qui défend ses intérêts propres. Et les Gilets jaunes, c'est la France, on peut en discuter, de ceux qui ont compris que la République n'était pas démocratique et que le fossé entre eux et ceux qui prétendent les représenter est désormais infranchissable. C'est l'unique raison pour laquelle ils refusent absolument de passer par les canaux habituels de négociation que sont les partis politiques et les syndicats, relayés par les médias, qui à leur tour sont en posture d'accuser. C'est quand même assez extraordinaire. D'où la demande persistante de référendum d'initiative populaire, qui est une menace pour l'oligarchie au pouvoir, qui, depuis que les peuples refusent de voter ce qu'on leur dit de voter, se gardera bien de tomber dans ce piège. Depuis toujours, la République est antidémocratique. Après s'être protégée d'un retour du roi et de l'aristocratie, il fallait écarter le danger du peuple et instaurer une démocratie représentative qui permettait aux élus de parler au nom d'un peuple qu'ils méprisent. Je vous conseille fortement de lire le livre de Dupuy-Derry qui s'appelle « Démocratie, histoire d'un mot », où il démontre absolument merveilleusement que des deux côtés de l'Atlantique, tous les gens réputés, tous les hommes réputés fondateurs de la démocratie étaient tous farouchement antidémocrates. C'est extraordinaire. Jean-Claude Juncker l'avait bien dit. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. La demande de démocratie directe, qu'il faut modérer quelquefois, est une menace mortelle. Ils feront tout pour la contrer. Et ils cherchent désespérément à gagner du temps et à répondre par une répression croissante et une violence qui ne fait que renforcer celle des Gilets jaunes. C'est en fait une révolte contre l'oligarchie financière, l'Union européenne et la mondialisation. Les oligarques le savent et s'unissent sur la bannière de la défense de la République, c'est-à-dire de leur fromage. Ils sont prêts à tout. Et nous en faisons peu à peu, ils sont prêts à tout, en particulier à tous les mensonges. Et nous enferment peu à peu dans un totalitarisme d'un genre nouveau, où le mensonge d'État s'institutionnalise, comme en témoigne la loi Avia, votée à une écrasante majorité, la complicité de la majeure partie des républicains. La loi Avia est une loi parfaitement totalitaire, puisque vous savez que normalement, elle cherche à traquer les propos haineux, la haine n'étant jamais définie, sur les réseaux sociaux. Et plus que ça, son caractère totalitaire est marqué par le fait qu'elle demande à tout le monde de dénoncer tous les propos haineux qu'on peut observer. On se croirait chez Ocescu. Ils ont créé les réversibles. On le voit bien, je vais vous donner deux exemples. En particulier en matière financière, où toute tentative de revenir à des politiques raisonnables est immédiatement perçue par les marchés placés sous perfusion comme menace d'euthanasie du système, ce qui contraint les banques centrales à intensifier la perfusion, celle d'une création monétaire délirante qui n'ont conduit, et ils le savent, à la catastrophe. Dans un article récent du Figaro, Robert Privaton nous explique « La métropolisation du monde est inéluctable », c'est-à-dire, je cite, « la concentration des activités économiques et des opportunités de progression sociale partagées entre les habitants de ces espaces où la richesse est créée non plus par la production industrielle, mais par les services.
Mais, ajoute-t-il, il y a ceux qui ne veulent pas quitter ces territoires en déshérence. Et la fracture va s'accentuer entre métropole et périphérie. Contre les Gilets jaunes, la classe politico-médiatique se révèle dans sa haine du peuple, qui voudrait empêcher de mondialiser en rond. Des hordes de minus, de pillards, rongés par leur ressentiment comme des puces. France-Olivier Gisbert dans Le Point du 13 décembre 2018. On commence par le référendum d'initiative populaire et on finit par l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais c'est pas les marges, ça, c'est le cœur du mouvement. Vous aurez reconnu la plume inimitable de Bernard-Henri Lévy sur Europe 1 le 18 février 2019. Dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Jean-Claude Carrière, France Inter, 20 décembre 2018. Mettre un gilet jaune, c'est revêtir la honte. Philippe Val, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo. Luc Ferry, le vieux barbon qu'ancien républicain, s'énerve. Adolphe, Thiers, revient. Ils sont devenus fous. Ce que je ne comprends pas, je cite, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Qu'ils se servent de leurs armes une bonne fois. On a la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Radio Classique, 7 janvier 2019. Puis c'est pas un appel à la guerre civile, ça. Cet intéressant florilège de propos haineux, il y en a d'autres, vient s'ajouter au mépris général exprimé par Emmanuel Macron, qui n'aime personne sauf lui. Le mépris. En 2014, alors qu'il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron décrit les ouvriers de Gaz qui étaient en grève comme illettrés. Même chose pour les Gaulois réfractaires au changement. Même chose encore, ça c'est Alain Minc, pour ceux qui ont voté en faveur du Brexit. Alain Minc nous dit c'est la victoire de Downton Abbey sur les bobos, les créateurs d'entreprises et surtout les jeunes. Ce référendum n'est pas la victoire des peuples sur les élites, mais des gens peu éduqués sur les gens éduqués. La victoire du Brexit serait donc celle d'un Royaume-Uni arriéré et poussiéreux sur la frange dynamique et ouverte à la modernité. Emmanuel Macron ira même jusqu'à considérer, il a dit le salopard, qu'une mère de famille nombreuse ne peut pas être éduquée. De la même manière, en février 2017, il ironisait sur les petits bourgeois, les immobiles, ces empêcheurs de consommer en rond qui s'opposaient aux ouvertures des magasins le dimanche, parce que ce jour-là, dit-il, on reste chez soi à manger la blanquette de veau en famille. Ralliement. Les dirigeants de la République, des Républicains, se précipitent pour soutenir Macron, y compris ceux de la droite forte comme Guillaume Pelletier. Défendre la justice et le mérite, c'est un noble combat. Mais l'anarchie, la violence et le désordre sont inadmissibles. Je m'oppose politiquement à M. Griveaux, mais ce soir je suis à ses côtés. Je suis toujours du côté de l'ordre. Après une intervention d'Édouard Philippe, Gérard Larcher, président du Sénat, et Bruno Retailleau, président du groupe LR, ne tarissaient pas d'éloges. Et Renaud Muselier, qui a toujours été le crétin de service, n'hésitait pas à déclarer que Castaner faisait du bon boulot. La bourgeoisie catholique vote Macron. Elle s'est ralliée à l'ordre macronien contre les perturbateurs habillés de gilets jaunes. C'est en ce sens-là qu'il a très bien joué, en utilisant les Black Blocs. Ça fait peur aux bourgeois, ça. Dans le meilleur des cas, je vous donne un raisonnement parce qu'il est très intéressant. Celui de Charles Becbeder, libéral conservateur, encore un. Les catholiques font preuve d'un quiétisme ridicule qui vient conforter le système à l'aide des bons sentiments. Je cite. Il est tout à fait possible de ne pas être libéral, au plan philosophique, c'est-à-dire de ne pas adhérer à la finalité ultime du libéralisme et de continuer de croire en l'existence d'une vérité transcendante vouée à structurer le corps social, tout en étant par ailleurs favorable au libéralisme quant aux moyens qu'il promeut pour faire triompher cet idéal collectif, refus de la contrainte au service de la vérité, reconnaissance de la liberté de conscience et d'expression de tous, y compris celle de ses adversaires, et définition d'un cadre juridique stable pour l'expression de l'opposition politique, liberté de la presse, multipartisme, etc. C'est même, dit-il, une démarche moralement supérieure
car elle croit en la force intrinsèque de la vérité, définie comme n'ayant pas besoin de leviers externes pour triompher conformément aux principes établis par la Déclaration d'Unitatis Humanae du Concile Vatican II. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité. Pour des gens qui se veulent catholiques, j'ai rien entendu de plus bête. Le Christ ne l'avait pas compris. La vérité s'impose par la force de la vérité. Donc, dormez tranquille, braves gens, vous êtes peinards. En évoquant Orwell, c'est que j'aime bien le faire, je ne croyais pas si bien dire. La post-vérité a été désignée comme le mot de l'année 2016 par le très sérieux Oxford English Dictionary. Et la campagne présidentielle américaine, qui a conduit à l'élection de Donald Trump, puis la campagne référendaire britannique sur le Brexit, ont mis la notion au premier rang. Dans l'un et l'autre cas, nous dit-on, certains discours ont paru s'affranchir de la contrainte des faits à un degré inédit. De là, le champ d'application s'est étendu pour qualifier de manière plus générale le style des discours populistes. Toujours d'après ce dictionnaire, post-vérité est un mot qui fait référence, je cite, à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'opinion, à l'émotion et aux opinions personnelles. Pour Philippe Reynaud, qui est professeur à Sciences Po, ces deux consultations, qui ont débouché, horreur, sur la défaite inattendue du Parti des Lumières, nous dit-il, marquent une nouvelle ère de la démocratie, dans laquelle des politiciens cyniques et démagogues peuvent gagner en s'affranchissant délibérément de la vérité et des faits avérés, aisément vérifiables, pour s'appuyer sur des émotions primitives ou primaires. Que faire devant cette menace? Le plus simple ne serait-il pas d'instituer un ministère de la vérité? Lors de ses vœux à la presse, le 3 janvier, Emmanuel Macron a annoncé son intention de légiférer pour combattre les fausses nouvelles diffusées sur Internet, on a eu la loi Avia, afin de protéger la démocratie, dit-il. Il applique en réalité le programme de censure élaboré à l'occasion du forum de Davos en janvier 2017. Pour Davos, la démocratie est un risque qu'il faut endiguer. Le rapport Global Risk reprenait à son compte les accusations d'Hillary Clinton, justifiant sa défaite par des opérations de désinformation réalisées par la diffusion de fausses nouvelles, les fameuses fake news. Et dans le projet présidentiel, il était envisagé, ça va être fait, de confier aux juges le pouvoir de se prononcer sur la véracité des informations diffusées. Les juges vont avoir le pouvoir de décider quelles informations vous aurez le droit de connaître. Et c'est ainsi que la disparition de la vérité débouche inévitablement sur l'imposition par les pouvoirs publics d'une vérité officielle. Au terme d'un long processus de dislocation et d'anéantissement, la vérité a été reléguée au rang des mystifications régressives qu'il importe de dénoncer. La seule erreur est de croire qu'il existe une vérité. Mais l'abandon de la vérité accompagne nécessairement celle du bien, et par ricochet, celle du bien commun. Né de la nécessité de renoncer à toute unité normative, morale et religieuse dans une société, et en même temps confronté à l'impossibilité pratique de se passer de quelque chose qui ressemble à des échelles de valeurs communes, le système n'a d'autre choix que la sacralisation du pluralisme, qui réduit peu à peu le périmètre des points communs et pulvérise le lien social. La seule valeur doit donc rester le pluralisme des valeurs. Et cette nouvelle règle du jeu n'est pas contestable. La refuser, c'est être adepte de visions totalitaires. Et c'est bien pourquoi, par un étrange et brutal retournement, l'idée d'un bien commun a non seulement disparu, mais elle est combattue comme source de violence et fait l'objet partout où elle apparaît, même timidement, d'une traque impitoyable organisée par les défenseurs du bien. À cet égard, les nombreux chiens de garde du système sont là pour surveiller les déviants, espionner les conduites, y compris dans les sphères les plus intimes. C'est la police de la pensée. Marteler dès le plus jeune âge, j'y reviendrai, les consignes nouvel ordre, et formater les esprits pour que tous acceptent le nouveau cours des choses et en deviennent les agents et les propagandistes. Contrôle social,
pour effacer, pour traquer les pensées coupables. Et l'appareil d'État s'attache à effacer les repères historiques, géographiques, linguistiques, familiaux, par une contrainte administrative, judiciaire et policière, en multipliant surveillance numérique, sanctions et peines de prison. Autrement dit, alors que l'État montre en permanence son impuissance, il se reconvertit en instrument privilégié de la déstructuration de la société et de sa perte d'identité. Libéralisme. Enlevez de vos cerveaux le fait que libéralisme et État s'opposent. L'État a été le libérateur de l'individu. C'est l'État qui, à mesure qu'il a pris de la force, a affranchi l'individu des groupes particuliers et locaux qui tendaient à l'absorber. L'individualisme a marché dans l'histoire du même pas que l'étatisme. Cette phrase d'Émile Durkheim fait partie d'un texte bien connu et souvent cité. Et il ajoute « Les sociétés particulières tendent à absorber la personnalité de leurs membres. C'est pourquoi la fonction essentielle de l'État est de libérer les personnes individuelles. C'est lui, dit-il, qui soustrait l'enfant à la dépendance patriarcale, à la tyrannie domestique. C'est lui qui a affranchi le citoyen des groupes féodaux, plus tard communaux. C'est lui qui a affranchi l'ouvrier et le patron de la tyrannie corporative. Pour la République et la philosophie des Lumières, le type d'individu auquel est accordée une certaine valeur, c'est le citoyen, en tant qu'il s'arrache à ses intérêts particuliers. L'État ne connaît pas les corps intermédiaires, qui sont une dénaturation de la volonté générale. La République est une et indivisible, et le pluralisme équivaut à la division. La République, au départ, n'est pas libérale. L'État, incarnation de l'universalisme, a libéré l'individu des chaînes de sa dépendance, mais en échange, il a réduit la société en poussière. L'individualisme français s'est développé grâce à la protection de l'État. Mais, si conformément au postulat libéral, il est impossible aux hommes de s'accorder sur la moindre définition commune du bien, chaque individu étant réputé autonome et libre d'agir en fonction de sa propre conception en la matière. Deux conséquences majeures. La première est que l'État doit être neutre, détaché de toute idée du bien, inévitablement fondée sur des points de vue moraux, philosophiques ou religieux, réputés subjectifs et arbitraires. En conséquence, et pour assurer la paix sociale, les questions de cet ordre, c'est-à-dire les questions importantes, doivent être cantonnées au fort interne de chaque individu. La seconde est de savoir comment éviter la dislocation de la société et les risques de guerre civile si plus rien n'est commun. Si la liberté n'est plus conçue que de manière négative, ne pas être empêché d'eux, chacun étant libre de vivre comme il l'entend. Et si un acte, notez bien cette révolution, n'est plus voulu comme bon, mais bon parce que voulu, la disparition du bien commun détermine alors la pente naturelle de la gouvernance libérale, celle d'une régularisation de tous les comportements possibles et imaginables. Heureusement, le marché est en passe de réussir, là où ont échoué les grands empires et les religions fondatrices. Il en prend le relais pour fusionner enfin l'ensemble des humains dans une communauté globale. C'est le leitmotiv martelé depuis 50 ans, plus de 50 ans, qui sert de soubassement à tous les discours des élites globalisées qui n'ont de cesse de proclamer que les affaires rendent le monde meilleur, contribuent à la paix, à la démocratie et à la prospérité. Le marché, je cite Milton Friedman, est la seule institution qui permet de réunir des millions d'hommes sans qu'ils aient besoin de s'aimer ni même de se parler. Quel progrès! Le marché autorégulé et la libre concurrence sont des lois quasi divines, projetant une vision du monde prise dans la fatalité. On assiste ainsi, et c'est quand même assez étonnant, au grand retour de l'antique fatalité, qui est l'idéologie de la résignation et de l'impuissance, parce que la mondialisation est l'autre nom du destin. Et la mondialisation, c'est l'extension du mode de production capitaliste, qui constitue le milieu, la forme des relations humaines. Mais la condition stratégique
permanente de la mondialisation, c'est l'élimination de toutes les résistances au mouvement de la production pour la production. Elle suppose la défaite historique sans précédent de tous les mouvements anti-système. Alors j'en viens au nouveau libéralisme totalitaire. Si Karl Marx, je fais un parallèle entre communisme et libéralisme, si Karl Marx pensait que le capitalisme s'acheminait nécessairement vers son autodestruction, Lénine considérait quant à lui qu'aucun déterminisme ne conduisait mécaniquement à la révolution. La rupture doit être forcée. Il faut donc organiser méthodiquement le processus révolutionnaire et la destruction de la société capitaliste. Mais, disait-il, les ouvriers pour lesquels il avait un mépris mais absolument extraordinaire sont incapables d'aller au-delà d'une conscience trade unioniste. Dans le langage de Lénine, c'est une conscience de leurs petits intérêts. D'où la nécessité d'organiser l'avant-garde du prolétariat, celle du révolutionnaire professionnel, ou moi, Lénine, qui dirigera le Parti communiste et sera chargé de faire la révolution. Je répète toujours, si vous voulez la meilleure définition du Führerprinzip, vous lisez Que faire de Lénine. C'est absolument extraordinaire, où il finit effectivement, sur l'avant-garde du prolétariat, etc. Qui doit diriger, il finit par dire « moi, Lénine ». Il le dit comme ça. Pour le libéralisme, c'est la même chose. Le libéralisme a échoué en raison d'une confiance excessive accordée au laisser-faire. Résultat, la crise de 29 et ses conséquences. Les libéraux dépriment. Et en 1938, dans la Revue de Paris, Louis Rougier déplore que les partisans du libéralisme apparaissent, je cite, comme de donquichotesques paladins attardés à défendre une cause perdue. Le libéralisme semble alors représenter une catégorie définitivement réfutée par l'histoire. Mais ces adeptes ne désarment pas, s'organisent, réfléchissent aux conditions d'un revival libéral. En 1938, lors du colloque Walter Lippmann, plusieurs économistes, Mises, Hayek, Ropp et quelques autres, établissent les bases du renouveau. Après la guerre, ce sera en 1947 la fondation de la Société du Mont Pèlerin qui prendra le relais. Quelle est l'idée qui émerge? C'est que l'homme a créé lui-même un environnement auquel il n'est pas adapté. Et cet environnement, c'est la grande société, résultat de la mondialisation, un environnement dans lequel prévaut une division mondialisation du travail de plus en plus intense. L'homme n'est pas adapté pour supporter son environnement. Et son adaptation ne se fera pas mécaniquement, comme le croit le darwinisme social. Si on laisse les choses se faire, cette désadaptation va s'aggraver. Donc, il ne faut surtout pas un retrait de l'État, mais au contraire qu'il effectue une reprise en main. C'est le néolibéralisme, comme retour de l'État qui doit éduquer les populations. Pas d'autre solution que de vouloir organiser la rupture nécessaire, et la politique devient une pédagogie du changement et une gestion de l'adaptation à un environnement défini par le marché mondial et la concurrence internationale, et donc apolitique, supranationale et cosmopolite. L'État est seul en mesure d'imposer cette raison économique à tous les domaines de la société. L'État est le grand constructeur de marché. Alors curieusement, en se dépossédant de tous les moyens d'intervention, d'arbitrage et de régulation, afin de créer un champ économique mondial où circulent librement les capitaux, l'État produit le marché qui le dépossède de son pouvoir en matière économique. Les États se mobilisent pour la cause d'une mondialisation qui diminue leurs moyens d'action. Et cela s'enseigne notamment à l'ENA ou dans les instituts d'études politiques qui sont devenus de simples business schools. Mais attention, le triomphe du marché ne s'est pas soldé par un recul de l'État. Le libéralisme, sa nouvelle mouture, est un étatisme d'un genre nouveau, puisque l'État devient, c'est maintenant sa fonction principale, le garde-chiourme du marché. La politique affiche une volonté de changement et organise l'adaptation au changement. Elle est une pédagogie du changement et une gestion de l'adaptation. Paradoxe, avec le libéralisme de nouvelle manière,
L'État renonce à ses fonctions régaliennes, qui sont sous-traitées en général à des organismes transnationaux, et semble se dissoudre, mais dans un même mouvement, il se renforce comme auxiliaire du marché. C'est une nouvelle logique qui préside à l'action publique. En ce sens, répétons-le, l'opposition entre libéralisme et étatisme ne résiste pas à l'observation. C'est un étatisme d'un genre nouveau, c'est le gouvernement par le marché. De là découle logiquement le fait que la résistance au changement ne peut être que le fruit de l'ignorance, manifestation d'intérêts corporatistes, vestige de mentalités archaïques et bientôt sans doute de maladies psychiatriques. Notons au passage que cette politique se présente comme politique du changement, de réforme, d'innovation et même de révolution, arrachant ainsi à la gauche l'imaginaire du changement et du progrès. La construction du marché intègre le renforcement du contrôle social par une normalisation et une répression accrue des populations réfractaires. La délibération politique doit alors se borner à réformer l'ordre social afin de l'adapter au nouvel environnement de l'espèce humaine, lui-même défini par le mode de production capitaliste. C'est l'ordre social qui doit être réformé. L'État doit se consacrer à ce but pour adopter l'espèce humaine au nouvel environnement défini par la grande société et l'économie de marché mondialisée. Il faut donc imposer une judiciarisation générale des rapports sociaux et, comme le dit Louis Rougier, la loi a pour unique fonction de réadapter l'ordre social aux transformations accélérées du monde contemporain. Être libéral, dit-il, c'est être essentiellement progressif dans le sens d'une perpétuelle adaptation de l'ordre légal aux découvertes scientifiques, au progrès de l'organisation de la technique économique, au changement de structure de la société, aux exigences de la conscience contemporaine. La société se pense désormais pour beaucoup comme un champ de bataille où s'affrontent les forces du passé et celles de l'avenir, celles du conservatisme et celles du progrès. L'instance politique s'est transformée en instance d'adaptation. Il faut donc orienter les masses dans la bonne direction, dans la direction de l'évolution, direction qu'elles ne peuvent percevoir, parce qu'elles sont marquées par des stéréotypes, c'est-à-dire des productions de leur esprit qui les empêchent de percevoir le réel qui évolue à une vitesse considérable. Elles sont donc toujours en retard sur ce qui arrive, puisqu'elles sont enfermées dans des stases, arrêt, stagnation, interruption de la circulation dans liquide organique, blocage, engluées dans la stabilité. C'est les gilets jaunes. Il faut donc les réorienter dans la bonne direction, grâce à des techniques de fabrication du consentement. Il faut donc transformer les masses en les éduquant et en utilisant les techniques liées aux sciences sociales. L'État doit reprendre les choses en main pour éduquer les populations, transformer leur psychisme et leurs affects. Il ne doit pas s'en tenir à des fonctions régaliennes abandonnées et sous-traitées, car il a désormais un rôle premier d'éducateur pour transformer les populations. Et le sens de l'éducation mute, ayant pour objectif de cultiver le goût de la mobilité, de la flexibilité, de la polyvalence et de l'adaptation. Et au-delà de la simple maîtrise de l'économie, les libéraux ont un projet social global, avec un projet spécifique dédié à l'éducation. L'État prétend chaque jour davantage éduquer et rééduquer les Français. C'est ainsi que parmi les dernières annonces du gouvernement figure l'annonce, vous l'avez vu, de la création d'une commission des 1000 premiers jours de l'enfant. De la grossesse à l'âge de 2 ans de votre enfant, la commission va se pencher sur la manière de vous accompagner durant ces 1000 jours et de vous apprendre à être parent. Merde alors, le père Ubu est pas mort. Monsieur Blanquer veut que l'école soit à l'avant-poste, à l'avant-garde, de la transition écologique. 250 000 éco-délégués seront désignés pour mettre en place des actions écologiques au quotidien et seront, je cite, force de proposition pour mobiliser leurs camarades. Ces nouveaux apparatchiks
mettront sur surveillance morale tous les élèves et les professeurs des établissements scolaires. À partir de 2020, une politique de mémoire va être mise en place par l'Éducation nationale, intitulée « Politique de mémoire contre la haine et les préjugés », dont le but clairement affiché est de détruire les conditions mentales d'éventuelles dissidences. Emmanuel Macron représente l'aboutissement de cette pensée, et son vocabulaire, ses propositions sont la parfaite expression, le cap vers lequel on doit aller. La fin n'est pas discutable. Un monde ouvert, en accélération constante. Il faut faire la pédagogie des réformes qui sont mal comprises par le peuple, qui n'est pas très malin. Mais problème, comment éviter l'opposition entre flux et stase, ouverture et clôture, et du côté des masses, la montée du nationalisme, des fascismes et de toutes les formes de repli qui cherchent contre le sens de l'évolution à restaurer les stases, les blocages et à renforcer les clôtures, alors que, inéluctable, le sens de l'évolution impose de choisir entre l'élimination des plus faibles ou leur ajustement contraint. Si le libéralisme classique s'est avéré incapable de produire une accélération de ces adaptations, le nouveau libéralisme postule un déficit fondamental de l'être humain incapable d'arbitrer rationnellement ses choix et qui reste prisonnier de conceptions datées. Aujourd'hui, le nouveau monde de Macron suit exactement cette idée. Il cherche à désigner le pays réel comme la France des inadaptés, incapable de comprendre le bien-fondé des réformes. Et les dirigeants politiques ont pour tâche essentielle de travailler à la fabrique du consentement pour adapter les masses et les conduire à accepter les règles communes, et ce, par tous les moyens, y compris par la création d'un mystère de la vérité. Ceux qui doivent appliquer l'avantage des réformes, l'agenda des réformes, ce sont les leaders, les ONG, les organisations mondialisantes ou transnationales, comme l'Union européenne, la trilatérale, le club de Davos, le siècle, etc. Et cette fabrique du consentement, organisée par l'État, doit s'imposer contre les peuples réfractaires, encore attachés à leur ridicule tradition. Deux grandes visions du monde contemporain s'opposent. Le monde libéral d'un côté, exaltant l'individu et son émancipation, et le monde de la tradition, exaltant la communauté et l'enracinement. Désormais, pour accomplir la grande révolution, et comme le souligne le dernier numéro du magazine littéraire que j'ai évoqué en introduction, les trois fondamentaux de ce nouveau totalitarisme, liés entre eux, ne vont faire que se renforcer. Police de la pensée, contrôle social, manipulation du vivant.